court-circuit. Actuellement, nous parlons tout le temps d'innovation. Ce concept est à la mode, tant dans les vocabulaires politiques, économiques, culturels que scientifiques. Par exemple, moi je travaille à Congo Biotech dans un département dénommé Recherche, Technologie et Innovation. Le gouvernement de mon pays, la RDC, compte tout un ministère dénommé Ministère de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique. J'étais récemment à Gorée au Sénégal dans un séminaire sur la démocratie organisé par la Fondation de l'Innovation pour la démocratie. Mon ami Serge Armel porte au Cameroun toute une structure appelée Agence universitaire pour l'innovation. Le rapport de la Commission européenne de 2010 qui a remplacé le traité de Lisbonne faisait la promesse d'une société de l'innovation à la place de la société de la connaissance dans le but de faire de l'Europe l'union de l'innovation. On le voit, le mot innovation est partout dans notre quotidien. Mais quelle a été ma surprise depuis quelques mois en remarquant la désinvolture langagière avec laquelle nous utilisons ce concept. Tout porte à croire que nous avons apprivoisé ces mots sans nous soucier du tout ni des contextes historiques qu'il a vu naître, ni de l'étymologie qu'il charrie. Étienne Klein donne un aperçu historique du mot innovation qui m'a personnellement bouleversé. Le mot innovation apparaît pour la première fois au XIVe siècle dans le vocabulaire juridique. On l'emploie alors en latin innovatio, qui signifie avenant. Ce qui veut dire, c'est qu'il faut faire d'un contrat en difficulté ou à terme pour qu'il demeure valide. On remarque ici qu'à ses tout débuts, le mot innovation renvoie à un certain principe de conservation. Il signifie littéralement ce qu'il faut changer pour revenir à la situation de départ. En d'autres termes, ce qu'il faut changer pour ne rien changer du tout. Le mot réapparaît dans les discours politiques chez Machiavel. Il écrit le prince, quand il a le pouvoir, ne doit pas innover, à moins que son pouvoir soit menacé. Le prince ne doit innover que si son pouvoir est menacé. Ici aussi, il s'agit de changer les choses pour ne changent pas du tout. Dans les champs des sciences et des techniques, ce mot apparaît pour la première fois dans les livres, les essais ou conseils civils et moraux, publiés au tout début du XVIIe siècle par l'anglais Francis Bacon. Bacon est un scientifique et philosophe très célèbre dans l'Europe scientifique du XVIIIe siècle. Aujourd'hui d'ailleurs aussi, puisque c'est à lui qu'Emmanuel Kant a dédié la critique de la raison pure. Francis Bacon parlait de l'innovation technique en ces termes. Le temps qui passe est corrupteur, nous devons innover pour maintenir le monde en état. Il s'agit une fois de plus d'une simple volonté de réparation de l'existant et non d'une volonté de créer du neuf. Ce mot a disparu du discours au XXe siècle avant de réapparaître et de monter en puissance au début du XXIe siècle. Mais dans quelle rhétorique les mettons-nous? Sa rhétorique, une fois de plus, semble orientée non pas vers l'invention de notre monde possible que nous aurions configuré à l'avance comme crédible et attractif, mais pour l'empêchement du monde de se dégrader. Il s'agit, une fois de plus, d'une simple volonté de réparation de l'existant et non d'une volonté de créer du neuf. Ce mot a disparu des discours au XXe siècle avant de réapparaître et de monter en puissance au début du XXIe siècle. Mais dans quelle rhétorique le mettons-nous? Sa rhétorique, une fois de plus, semble orientée non pas vers l'invention de notre monde possible, que nous aurions configuré à l'avance comme crédible et attractif, mais pour l'empêchement du monde de se dégrader. C'est l'état critique du présent qui est évoqué et non une certaine idée de futur. L'un des dangers liés à une telle perspective est l'enfermement dans un certain présentisme au détriment du futur. L'un des dangers liés à une telle perspective est l'enfermement dans un certain présentisme au détriment du futur. On se pose alors la question, nos innovations peuvent-elles vraiment être innovantes? Peut-on appliquer l'idée de l'innovation à l'innovation elle-même? Chacun produit ses innovations, mais il y a rarement un projet commun qui aille au-delà des résultats et des aspirations individuelles. Y a-t-il un projet de société coordonnant les sacrifices et les efforts individuels? Je doute malheureusement que nous fassions mieux d'attendre que nos politiques les fassent. Nos politiques, leur horizon
va de nos jours rarement très loin. On bat campagne et mène des actions en préparant les prochaines élections. On s'attarde aux projets vite faits, garantissant des indicateurs objectivement vérifiables dans les temps dont l'on dispose. Les politiques et l'économique sont dans l'immédiateté, le profit immédiat et dans la nécessité de se faire réélire selon les mots de Bruno Guedergoni. On met de côté ce qui dérange, ce qui prend du temps, comme des projets à moyen et à long terme, au motif des projets qui sont sans incidence immédiate sur les dividendes des actionnaires et bien sûr sur les prochaines séances électorales. Je me souviens ici de la pandémie Covid-19. On a raconté que ce virus surprenait tout le monde, qu'il a mis l'humanité dans une situation totalement inédite, que même la science ne l'avait pas vu venir et qu'un tel scénario n'avait jamais été envisagé. Or, du point de vue des scénarios scientifiques, cette pandémie n'avait rien de nouveau. Les documents sur les pandémies sont nombreux. La seule question qu'on peut ici se poser est, ces documents avaient-ils quelque chose d'attractif pour les politiques et l'économique avant la pandémie Covid-19? Évidemment que non.